Bonjour à tous, je suis Benoît Marzanasco, conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Antoine Burgala, directeur général d'Iroco, société de gestion qui gère la SCPI Irocozen. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Benoît. La société de gestion Iroco est principalement connue pour sa SCPI sans frais d'entrée Irocozen lancée en 2020. Depuis son lancement, elle s'affiche en tête des classements avec un excellent taux de distribution toujours supérieur à 7% depuis sa création. Irocozen est reconnue pour ses excellents fondamentaux, une très bonne diversification sectorielle et géographique, un prix de part décoté par rapport à sa valeur de reconstitution et une capitalisation conséquente à plus de 800 millions d'euros au 31 décembre 2024. Au cours de cette interview, j'ai interrogé Pierre-Antoine sur l'évolution du marché de l'immobilier d'entreprise depuis la création d'Irocozen et comment il voit évoluer ce marché dans les prochaines années. Nous allons également revenir sur la stratégie d'Irocozen, les secteurs cibles, les zones géographiques, la taille des deals et l'usage du levier. Enfin, dans une dernière partie, nous aborderons les spécificités d'Irocozen par rapport aux autres SCPI du marché, notamment les frais, l'éventuelle limitation de la collecte ou encore leur démarche ISR. Je te souhaite un très bon visionnage. Alors, ce que je souhaitais aborder dans une première partie, c'est le marché de l'immobilier d'entreprise et le marché SCPI, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que en 2020, à l'époque où vous êtes lancé, les taux étaient extrêmement bas, à des niveaux de 0%. Donc on peut difficilement faire plus bas. Mhm. Ensuite, ils ont fortement augmenté en 2023 et là, ils commencent à baisser. Oui. Au niveau de l'immobilier d'entreprise, de la valorisation de l'immobilier d'entreprise, est-ce que tu peux nous expliquer l'impact de ces changements de taux et Mhm. peut-être également sur, bien sûr, de fait, les opportunités Oui. d'investissement au sein d'Irocozen? Avec plaisir. Effectivement, Hiroko Zen, si je fais un peu de spéléo, c'est une SCPI qu'on a lancée en novembre 2020 dans un contexte effectivement de taux bas, voire très bas, voire négatif, et donc dans un marché qui était à l'époque extrêmement concurrencé. Donc on s'est retrouvé à acheter nos premiers actifs immobiliers parmi plein d'autres acteurs qui avaient pas les difficultés qu'elles ont pu avoir ces dernières années, ces 2 dernières années, et donc avec cette nécessité d'aller chercher un peu plus de risques ou aller chercher des choses un peu différentes, des plus petits actifs. D'ailleurs, c'est une des thèses d'investissement qu'on a qui est assez forte sur Hirokozen, c'est qu'on va sur du très granulaire, donc des actifs de taille modeste, entre 1 et 20 millions d'euros pièce. Et donc, pour se faire une petite place dans un monde effectivement très concurrencé. Et donc notre thèse d'investissement initialement, c'était d'être une SCPI plutôt high yield, hein, si je dois donner un terme, et d'aller sur des actifs donc de petite taille partout en Europe de l'Ouest et sur tout secteur d'activité en fonction de l'opportunisme qu'on pouvait y mettre. Donc on n'avait pas de dogme, et d'ailleurs ça allait un peu à contre-courant de ce qui se pratiquait à l'époque, puisque on était encore dans ces SCPI très thématiques. Donc je fais du bureau, je fais du commerce, je fais de la logistique. Et donc cette SCPI, Hirokozen, elle a évolué avec les changements assez conséquents économiques qu'on a eus. Parce qu'effectivement, quand on augmente les taux de 400 points de base, c'est absolument monstrueux et ça a des répercussions très fortes sur l'immobilier qui déteste les secousses violentes. Et donc, ça a eu une incidence immédiate, quasi immédiate sur les prix. Alors, suivant les pays, suivant les secteurs d'activité, à différents niveaux, différentes rapidités. Mais néanmoins, notre SCPI s'est retrouvé, in fine, après avoir été dans cette thèse d'investissement que j'ai décrite au début, à collecter beaucoup et, in fine, à se travestir un peu et aller dans le sens où on a eu beaucoup de capitaux à déployer dans un contexte où les acheteurs avaient complètement disparu, où les vendeurs avaient commencé à perdre le bras de fer qu'elles avaient auparavant vis-à-vis de l'acheteur, parce que comme il y avait de l'argent partout, en fait, c'était le vendeur qui avait cette force et qui pouvait aller chercher le meilleur prix, tandis que l'acheteur, en fait, comme il y avait tellement de compétition, in fine, il fallait accepter certaines choses. Et donc, Hirokozen a bénéficié d'une période qui commence à être quasi révolue, qui a duré 18 mois, où les acheteurs avaient disparu, où cash is king, et avoir de l'argent permettait de se positionner, ou permet encore, hein, j'exagère un peu, permet encore de se positionner sur des actifs qui offrent des rendements risques absolument inédits et qu'on ne voyait clairement pas les 10 années précédentes. Donc aujourd'hui, Hirokozen est devenue, malgré elle, hein, mais c'est une bonne chose, une SCPI beaucoup plus patrimoniale qu'elle ne l'était initialement, en tout cas comme on l'avait imaginé initialement. Et aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros de stock d'immobilier, avec un rendement acte en main assez conséquent, puisqu'il est de 7,85%, un peu plus, 7,85%, et qui pour autant est de meilleure qualité, meilleur locataire, meilleur emplacement que ce qu'on avait imaginé initialement.
Ouais, donc finalement, au début, pour aller chercher des rendements importants, vous étiez peut-être obligé de prendre un peu plus de risques avec le changement au niveau des taux. Ouais, Ça vous a permis de vous placer sur les emplacements, des très bons emplacements, et en même temps d'avoir une performance à l'acquisition intéressante. exactement. Euh, Comme les taux, tu le disais, peut-être c'est une période révolue. Mhm. Vous le sentez ça réellement, le retour des acheteurs sur le marché? Ouais, on le sent. D'ailleurs, les volumes en 2024 d'investissement ont augmenté, surtout sur le dernier semestre. On le voit depuis le début 2025, effectivement, l'arrivée de nouveaux acheteurs, en tout cas les anciens acheteurs, reviennent sur le marché, institutionnel notamment. Il y a plus de compétition aussi de nos pairs. Il y a davantage des SCPI. La SCPI, après avoir beaucoup souffert, puisqu'on est quand même passé d'un marché qui faisait 11 milliards d'euros en 2022, puis 5,5 milliards d'euros net en 2023, et tout ça pour atterrir, je crois, de mémoire, à 3,5 milliards d'euros en 2024. Et là, quand j'en discute avec mes confrères, je vois qu'on a une collecte qui est plutôt dynamique, avec des nouveaux véhicules qui collectent beaucoup. Il y en a quelques-uns, même si le marché s'est fortement polarisé, donc c'est moins homogène qu'auparavant, mais néanmoins la collecte repart. En tout cas sur Hirokozen, elle n'a jamais été aussi soutenue qu'aujourd'hui, alors qu'on avait fait déjà une excellente année en 2024. D'accord, très bien. Et donc ça se ressent évidemment à l'acquisition. Et donc là où on était seul auparavant, on l'est un peu moins. Donc on essaie toujours évidemment de garder beaucoup de ténacité sur nos deals, de beaucoup négocier. Néanmoins, Ouais. c'est un peu plus concurrencé. Ouais. On parlera peut-être plus en détail un peu plus tard de la Mhm. gestion de la collecte tu nous détailleras peut-être en fonction de la période ce qui a changé. Euh, on voit que l'évolution des taux c'est quand même un facteur très important dans la valorisation de l'immobilier Ouais. d'entreprise. C'est bon de le rappeler. Est-ce que vous avez une conviction pour l'année 2025 sur justement cette évolution des taux et peut-être au-delà? Euh, Ouais, Quelle est alors votre conviction au sein d'Iroco? ça met un peu plus de temps que prévu, mais néanmoins, il semblerait que la marche est actionnée. Donc, on ira effectivement vers des baisses de taux. Ça a été enclenché, ça continuera. Donc après, le parfait timing, j'en sais rien. C'est toujours pareil. Néanmoins, effectivement, ça aura une répercussion extrêmement positive sur les CPI qui ont, sous réserve d'avoir beaucoup collecté et beaucoup acheté ces Oui. 2 dernières années. C'est vrai que c'est votre avantage comparatif d'avoir Exactement. beaucoup collecté en 2023 et 2024, parce que c'est vrai que je disais au début de cette vidéo que vous avez été créé en 2020, tu rappelais Mhm. en novembre 2020, mais finalement le gros de la collecte a été en 2023, en 2024, sur des périodes de marché Ouais. extrêmement intéressantes. Même au-delà du gros de la collecte, c'est le gros des acquisitions. On les a faites, c'est-à-dire 70% de nos acquisitions ont été faites en 2023 et 2024. Donc effectivement, cette période-là est très représentative du parc actuel d'Hirokozen. Et donc si une baisse de taux, si la baisse de taux continue, ce qui est fortement probable, ça viendra en fait ajouter un deuxième mécanisme qu'on n'a pas eu jusqu'alors sur Hirokozen, puisqu'on a fait des jolies performances depuis l'origine sur Hirokozen. Et demain, on pourra imaginer des sessions, on pourra imaginer effectivement donner une autre forme de performance à l'investisseur grâce au fait que les prix remontent à nouveau puisque les taux baissent. Bien sûr. Très intéressant. Alors, l'aspect performance, c'est un aspect qui intéresse beaucoup les Mhm. investisseurs et les associés d'Hirokozen et certainement également peut-être les nouveaux associés d'Hirokozen. Vous avez pour l'instant toujours eu une excellente performance à plus de 7%. Mhm. Si je regarde un peu d'un point de vue global le marché SCPI, on a eu les classements là, qui sont Ouais. sortis récemment. On a certains taux de distribution extrêmement élevés, c'est quasiment du jamais vu, Mhm. avec des taux de distribution même parfois supérieurs à 10%. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où viennent ces taux de distribution et si ces taux de distribution sont soutenables sur le long terme? Ouais. Alors il y a plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer ces performances très élevées. Euh, alors déjà le premier, c'est le contexte de marché qu'on vient de se rappeler ici. Euh, quand quand aujourd'hui on achète un bureau de bonne qualité, par exemple à 8% de rendement, évidemment, mécaniquement on fait une meilleure performance qu'à l'époque où on l'achetait à 6% à qualité équivalente. Ouais, donc premier Donc facteur, ça, moment de marché. exactement. Donc le momentum, il est clairement identifié, identifiable, et on comprend bien. Sur les nouveaux véhicules, il y a un phénomène qui est en revanche historique, peu importe quand on a lancé la SCPI, c'est que vous avez évidemment ce qu'on appelle un délai de jouissance sur la SCPI, et qui à la base a été créé pour permettre aux gérants de pouvoir déployer les capitaux confiés par les investisseurs dans de bonnes conditions, donc sans faire n'importe quoi, en prenant le temps et aussi en tenant compte du temps que l'on prend pour faire toutes les diligences nécessaires, les acquisitions, etc.
Et donc, vous avez là-dedans des périodes qui sont assez larges, puisque les plus courtes sont à 3 mois, Comme Hirokozen. comme Hirokozen, on est ravis. En tout cas, on estime que c'est un de nos avantages concurrentiels. Et pour les plus lents, on a jusqu'à 6 mois de délai de jouissance. Et donc, ça veut dire que pendant 6 mois, donc au final, c'est un délai de non-jouissance d'ailleurs, pendant 6 mois, Oui, c'est vrai. l'investisseur ne va pas toucher de revenus liés à son investissement. Ce que ça veut dire, c'est que le gérant, lui, va avoir des capitaux jour 1. Il va les déployer sur de l'immobilier, admettons qu'il mette 3 mois, parfois moins même, puisqu'aujourd'hui les SCPI sont fortement européanisés. Et quand vous achetez par exemple au Royaume-Uni, quand vous achetez en Espagne, vous pouvez déployer beaucoup plus vite que quand vous achetez en France, où effectivement c'est un peu lent, l'Allemagne également. Oui, c'est bon à rappeler, il n'y a pas les mêmes délais en fonction Il des n'y a pays. pas les mêmes délais, il n'y a pas les mêmes incompressibles. Vous pouvez acheter en 1 mois et demi au Royaume-Uni, c'est absolument impossible en France. Et donc, c'est ces pays qui vont chercher des actifs à l'étranger permettent de déployer plus rapidement. Et donc, vous allez capter des flux, puisque vous avez encaissé des loyers, mais ces loyers n'ont pas à être reversés à l'investisseur. Et donc, vous allez augmenter votre pot et, in fine, rendre de la performance, enfin, en tout cas, calculer votre performance, parce que c'est comme ça qu'est fichu le taux de distribution, par rapport à votre chiffre d'affaires divisé par le prix de la part au 1er janvier de l'année. Et donc, comme vous n'avez pas versé pendant une longue période, forcément, mécaniquement, ça va booster le rendement. Donc ça, c'est vrai pour toutes les SCPI, peu importe la période de lancement de la SCPI. Et d'ailleurs, quand on a lancé la SCPI Hirokozen, puisque tu l'as rappelé en novembre 2020, on aurait pu, dès la première année entière, faire plus de 10% de performance. On ne l'a pas fait. Vous avez essayé de faire du report à nouveau On a fait un peu de report à nouveau, mais qui au final ne représente rien, parce que les volumes étaient extrêmement faibles. Mais on ne l'a pas fait parce que c'est intellectuellement pas très honnête. C'est peut-être pas envoyer un bon message. Exactement, ça peut être déceptif dans la mesure où on sait pertinemment quel est notre rendement acte en main du portefeuille et ce vers quoi on va tendre. Donc, et ce phénomène de délai de jouissance, il est exacerbé aussi par les SCPI qui peuvent énormément collecter. C'est-à-dire que quand vous avez une toute petite capitalisation en début d'année et que vous finissez avec énormément de croissance fin d'année, le délai de jouissance a forcément un impact plus important. Donc, on se retrouve avec un certain nombre de SCPI qui profitent effectivement du momentum, puisqu'on en a parlé, mais également du délai de jouissance. Et c'est important effectivement que les investisseurs aient ce mécanisme en tête et se disent que le rendement va forcément tendre vers quelque chose. Il ne faudrait pas qu'il y ait des attentes irréalistes par rapport au rendement futur. Le 10+, c'est, à mon sens, il faut le dire, est irréaliste dans la mesure où une SCPI se positionne sur des actifs plutôt patrimoniaux et avec des qualités de locataires confirmées, des emplacements confirmés. Enfin voilà, quand vous achetez du 10% de rendement pour tenir ces rendements-là à long terme, c'est forcément que vous avez pris beaucoup de risques. Donc il ne faut pas s'attendre à ces rendements par la suite. Ouais. D'accord, très intéressant sur le marché de l'immobilier entreprise. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une dernière précision. On s'est amusé en début d'année à faire le calcul pour Hirokozen. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si Hirokozen n'avait pas eu 3 mois de délai de jouissance, puisqu'effectivement, c'est un délai de jouissance qui est très court. Et si on avait eu 4 mois, 5 mois, 6 mois de délai de jouissance, alors notamment le 5 mois, puisque c'est là où est le gros du gros des SCPI. Du marché, exactement, donc au premier jour du 6e mois. On n'aurait pas fait 7,32 de taux de distribution comme on l'a fait en 2024, on aurait fait 8,08. Donc l'impact est très significatif. On a juste l'impression que c'est 1 mois, 2 mois, et en sachant qu'on fait 1 milliard. Donc si on avait été encore plus petit, ça aurait été plus significatif. Puisque cet effet s'estompe forcément quand vous avez une grosse capitalisation. Parce que oui, bien sûr, c'est le niveau de la collecte par rapport à la capitalisation qui est la data importante. Et donc 8,08, forcément, ça nous aurait remis tout en haut des classements. Oui, ok. Point très important et très intéressant. Maintenant, on peut parler peut-être davantage de la SCPI Hirokozen, maintenant qu'on a vu un peu le marché de l'immobilier entreprise et le marché SCPI. Alors, je souhaitais revenir sur plusieurs points, location géographique, sectorielle, l'utilisation de l'effet de levier. On va revenir sur beaucoup de points intéressants. Peut-être d'abord sur la location sectorielle. Vous êtes une SCPI avec un très bon équilibre d'un point de vue sectoriel entre des bureaux, des commerces, de la logistique, des locaux d'activité. Est-ce que c'est une réelle volonté de la société de gestion Hiroko ou c'est un peu le fruit du hasard dans le sens où il y a des deals qui sont arrivés sur la table, vous avez pris les plus intéressants et de fait, vous êtes arrivé à un équilibre. Il y a un peu des deux. D'accord. Il y a un peu des deux. Comme je le disais au début, notre thèse d'investissement, c'est d'être ultra opportuniste et diversifié. Donc ça, c'est... Mais néanmoins, pourquoi je dis il y a un peu des deux, c'est qu'on a toujours eu ce souhait d'être un espèce de tracker de l'immobilier. Et effectivement, pour être un tracker, il faut être
diversifier et être représentatif du marché, et donc avoir du bureau, avoir du commerce, avoir de la logistique. Donc au début, on avait plutôt un biais petite logistique, locaux d'activité, entrepôts, très très peu de bureaux, parce que 2020, je pense que c'était pas une bonne période, en tout cas c'était une période de transition forte pour le bureau, et donc quand on a acheté du bureau, c'était plutôt du bureau étatique, donc on a acheté du Pôle emploi, on avait acheté le ministère de l'immigration en plein cœur de Madrid. L'idée c'était de se sécuriser sur le flux, on allait chercher justement cette signature étatique. En revanche, on faisait davantage de commerce, pas tout type de commerce, pas de prêt-à-porter, mais du commerce outillage, supermarché, etc. Et ça dans différents pays. Donc au début, on a commencé évidemment avec la France, puisque ça reste notre marché. Et accessoirement, c'est un des plus gros marchés d'immobilier d'entreprise en Europe. Donc c'est, à notre sens, compliqué de s'en détacher complètement. Et ensuite, on a commencé à partir en Espagne, on est allé en Irlande, on est allé en Allemagne. Et effectivement, ce tracker-là, on le modifie au gré des opportunités. Typiquement, et c'est peut-être contre-intuitif pour les investisseurs, mais il fallait aller en bureau en France l'année dernière. Donc on a acheté un peu plus on s'est un peu plus exposé au bureau qu'on ne l'était précédemment, parce qu'on avait une toute petite exposition bureau. Aujourd'hui, on est à peu près à 30%, donc ça reste très équilibré. Mais néanmoins, il y a eu un profond désamour envers le bureau Ouais. l'année Et donc des dernière. opportunités. Et donc des opportunités. Pour exemple, on a acheté un immeuble de bureau en plein cœur de Lille, pour ceux qui connaissent bien Lille, donc au pied de la gare Lille-Europe, hein, donc c'est l'immeuble d'ailleurs de la gare, qui est loué à Caisse des Dépôts, à Eurostar et à BNP, avec un rendement à plus de 8%. Donc si on parle de macro-économie, la prime de risque, elle est presque ridicule en fait, entre ce que devrait coûter réellement, en tout cas ce qu'on devrait prendre comme risque en achetant cet immeuble. Donc on est absolument ravis de pouvoir se positionner là-dessus. On a également profité du stress de certains investisseurs, notamment institutionnels, en achetant à un fonds sud-coréen un immeuble à Glasgow. Donc c'est un immeuble de bureau loué à Morgan Stanley, qui est gros, d'ailleurs, qui est plus gros, comme quoi on n'a pas de dogme non plus sur la taille des actifs, puisqu'il était à 60 millions d'euros, ce qui est notre plus gros actif à date. Mais il y avait une telle opportunité à saisir qu'on l'a fait. Néanmoins, en moyenne, on garde une taille très modeste, puisque notre taille moyenne d'actifs est autour des 7,5 millions aujourd'hui sur D'accord. Eurocozan. Donc pour répondre à ta question définitivement, on essaie effectivement d'avoir des poches équilibrées. Il y en a certaines sur lesquelles on reste contrariant, notamment la santé en tout cas pour l'instant, même si on essaie de trouver des actifs, on estime que c'est encore trop cher et que la prime n'est pas bonne. En revanche, on n'hésite pas, quand il y a des opportunités, notamment au Royaume-Uni, puisqu'on l'a fait depuis peu, à s'exposer un peu plus et aller plus vite sur ces secteurs ou géographies quand ça vaut la peine. D'accord, très bien. Tu parlais de la taille des acquisitions et que vous visiez plutôt des petites acquisitions, entre guillemets. Pourquoi, avec votre collecte très importante, ne pas aller chercher des deals à plusieurs dizaines de millions Ouais. Comme d'ailleurs vous avez fait, Ouais. tu viens de le dire, à Glasgow avec un énorme deal à 60 millions. Voilà. Et pourquoi, quel avantage tu vois, toi, Ouais. en tant que Alors, gérant, à aller plutôt chercher des deals à moins de 10 millions, par exemple? alors déjà, il y a un gros inconvénient à ça, c'est que ça prend autant de temps d'acheter un actif à 3 millions d'euros, si on le fait bien, bien sûr, hein, et d'acheter quelque chose à 3 millions d'euros que quelque chose à 300 millions d'euros. J'exagère, mais à peine. Donc c'est entre guillemets pénible de multiplier les lignes, puisque vous avez des due deals qui sont denses, qui doivent être menés à bien et achetés en tout état de cause. Une SCPI, mine de rien, elle est censée vivre 99 ans. Après, je fais un petit rappel, hein, mais un de ses rôles aussi, c'est de diluer le risque. Et on estime qu'en multipliant effectivement les lignes, on est moins exposé. Et je pense que le passé récent nous donne raison que sur des grosses lignes à 100, 150, ce qu'on appelle des méga deals, 100, 150 millions d'euros, voire plus. Donc ça c'était déjà un premier point. Deuxième point, c'est que quand on s'est lancé, donc on était sur un marché très concurrencé, et cette granularité nous a permis d'aller sur un marché qui est beaucoup moins adressé historiquement par les asset managers traditionnels, et donc de ne pas être en concurrence avec les pure players de l'époque, et donc de parfois même négocier avec des privés. Et quand vous êtes une SCPI qui collecte et que vous discutez avec des privés, forcément vous avez une force de négociation qui est un peu plus forte. Donc ça nous a permis d'ailleurs sûrement de nous sauver de ces 100 premiers millions qu'on a pu acheter dans un contexte de taux très bas. D'ailleurs, je me permets de t'interrompre. Est-ce que vous avez une vraie force? On sait que les SCPI, c'est des produits qui sont assez peu endettés. Est-ce que,
quand vous faites des deals, vous sentez vraiment cette force du fait que vous n'ayez pas besoin On de l'a clairement senti. Ouais. On l'a clairement senti. Aujourd'hui, Iroko, et tant mieux, a changé de statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très rare qu'on ne voit pas passer un deal. Et donc, parce qu'on fait partie de ces rares, on faisait partie de ces rares véhicules ces 2 dernières années à collecter abondamment. Et donc, effectivement, quand vous arrivez et que vous n'avez pas de conditions suspensives de crédit, vous êtes capable de déployer très rapidement dès lors que tout a bien été apuré, c'est une grande force. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on va en parler plus tard, mais ça se ressent là sur la dernière réévaluation de la valeur de reconstitution. Tout à fait. On évoquera un peu ce sujet plus tard. Maintenant, on peut peut-être parler de l'allocation géographique de la SCPI Hirokozen. Donc, au 31 décembre 2024, le portefeuille d'Hirokozen était composé de 44% d'actifs en France, 56% à l'étranger. Alors, peut-être rappeler à ceux qui nous regardent que s'ils investissent en direct dans des SCPI qui investissent à l'étranger, l'avantage c'est que ces revenus provenant de l'étranger, comme la SCPI a déjà payé un impôt à l'étranger, vous bénéficiez des traités fiscaux de non-double imposition. Donc vous êtes exempté de prélèvements sociaux et vous avez également un impôt sur le revenu plus faible à payer. Donc ça, c'est le petit point fiscal. Donc c'est quand même pas neutre d'un point de vue fiscal entre une SCPI investissant 100% en France et une SCPI investissant 100% à l'étranger. Est-ce que vous avez une idée de l'allocation géographique visée pour 2025 et au-delà? Ouais, effectivement, en 2024, in fine, la photographie que tu as décrite montre qu'on a un peu plus exposé donc, le portefeuille à la France, mais encore une fois parce qu'on estimait qu'il y avait là les meilleures opportunités à date et qu'il fallait les saisir. Pour autant, c'est pas notre souhait final. Donc là, les équipes d'investissement sont massivement mobilisées pour investir davantage à l'étranger et rééquilibrer le portefeuille. L'idée, c'est in fine d'atterrir autour des 30-35% France. Et donc tactiquement, on a été à 44, notamment pour le deal dont je t'ai parlé, mais d'autres également, parce que c'était encore une fois le bon moment. On pouvait se faire financer, ce qui était beaucoup plus compliqué à l'étranger. Bref, il y avait plein de raisons qui nous ont poussé à faire des deals davantage en France. Par ailleurs, il y avait des marchés qui ont été très résilients. Par exemple, en Espagne, on a eu pas mal de difficultés à déployer dans les conditions qui sont les nôtres des capitaux. C'est au final une économie qui a très bien traversé la crise. L'Irlande, on aimait bien acheter, mais c'est redevenu un tout petit marché. Et donc, si on gère bien les risques, il faut aussi prendre en considération le fait que le marché se recompresse et donc peut-être pas être un gros parmi un petit. Donc on a réduit la voilure là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, nos efforts sont clairement positionnés sur l'Espagne. D'ailleurs, on a ouvert un bureau à Madrid l'an dernier qui nous permet d'être au plus près du sourcing, de l'asset management. Également au Portugal, donc on regarde des opportunités au Portugal. Pour l'instant, Hirokozen n'y a pas investi. On regarde en Italie. Et tactiquement un peu moins en France, donc un peu moins en Allemagne aussi qui souffre un peu. Et on continue au Royaume-Uni, mais comme on a fortement accéléré de manière raisonnable. Oui, c'était justement, je voulais parler un peu de vos grosses acquisitions là, que vous avez faites au Royaume-Uni au 4e trimestre 2024, avec du coup cette acquisition à Glasgow à 60 millions, et puis également des commerces pour un total de 68 millions d'euros. J'imagine que c'est dans une logique opportuniste que vous êtes allé au Royaume-Uni. Est-ce que tu peux me détailler un peu plus ce choix? Le Royaume-Uni a énormément souffert donc, de la remontée des taux, de la crise, et donc à qualité d'actifs équivalente, à part en France, on ne trouvait pas. Donc effectivement, quand on achète du 8+, à Glasgow, quand on achète du commerce de très grande qualité loué à Tesco, en plein cœur de Londres, sur un immeuble victorien à plus de 7%, bon, il y a un sens rationnel qui vient tout de suite à nous et on se dit, et en plus, la SCPI étant grosse maintenant, puisqu'elle fait plus d'1 milliard d'euros, le risque de change qui nous posait problème initialement ne pose plus trop de difficultés aujourd'hui. Ouais, c'était une de mes questions. Au niveau du risque de change, est-ce que vous avez mis en place des couvertures ou alors à l'acquisition, oui, et sur les loyers, non. D'accord. Donc, parce qu'en fait, il n'y a pas de prime à se couvrir, ça coûte cher, et pour pas grand-chose in fine. Donc à l'acquisition, oui, parce qu'il faut quand même sécuriser le prix et on parle de gros sous, néanmoins pas sur les flux. Voilà. D'accord. Et pour revenir à ta question sur effectivement le fait qu'on soit passé hors range, on va dire, au-delà des 20 millions d'euros, ce que je disais tout à l'heure sur la disparition des acheteurs, elle a été aussi vraie sur des deals de un peu plus grosse taille. Alors ça va être moins vrai dans les mois à venir, mais entre 30 et 60 millions d'euros, il
il n'y avait vraiment plus personne à un moment donné. Et donc, on a là aussi saisi des opportunités parce que l'absence d'acheteurs faisait que ça devenait encore un deal plus intéressant. Et au niveau de la gestion de la collecte, Hirokozen, c'est une SCPI qui a beaucoup collecté Ouais. en 2024. Mhm. Félicitations d'ailleurs. Merci. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou on parlait tout à l'heure des taux qui commencent à baisser. Est-ce que vous rencontrez des difficultés aujourd'hui pour investir cette collecte où le marché est largement assez profond? C'est d'ailleurs l'avantage Ouais. d'être une SCPI européenne, de Ouais. pouvoir avoir beaucoup plus de choix. Non, alors le marché, il est hyper profond, clairement. Et encore une fois, on revoit les volumes augmenter, on revoit des mises en marché qui n'y avaient plus parce que les vendeurs se disaient bon, je vais quand même attendre une accalmie ou une stabilisation des prix avant de mettre quelque chose sur le marché. C'est quand même plus logique. En tout cas, quand vous avez les reins solides, autant le faire. Donc, sur le marché, on n'est absolument pas inquiet. En revanche, c'est certain que acheter du 8+, de grande qualité, quand vous avez plus de compétition, quand les taux baissent, ça a une certaine forme de logique, c'est le passé. C'était 2023, 2024, ça sera peut-être pas 2025, en tout cas le premier semestre probablement, mais peut-être pas le deuxième. Donc nous, pour donner quelques chiffres, donc effectivement on a collecté 360 millions d'euros en 2024. On a acheté pour 430 millions d'euros d'actifs en 2024. Et là-dessus, on avait regardé 2000 dossiers, donc ce qui est considérable. D'ailleurs, on a une équipe IMO qui est très staffée, puisqu'on a à peu près 15 personnes à l'IMO chez Hiroko, ce qui est beaucoup pour une jeune société de gestion, mais parce qu'on est granulaire et parce qu'on on fait toutes les due deals en interne, etc. Et donc, on a une équipe qui est très étoffée, pour chaque personne qui représente un pays, etc. Et donc, in fine, pour faire seulement 37 acquisitions. Donc l'entonnoir, il existe encore. Ce que je veux dire par là, c'est que cette collecte, elle n'a pas été utilisée à mauvais escient. On a su la déployer, il nous semble, dans des bonnes conditions et sans avoir le stress justement de le déployer. D'accord, très intéressant. Et tu disais que voilà, des emplacements premium avec des rendements à 8%, c'était peut-être le passé. Justement, est-ce que vous avez réfléchi à ça au sein d'Iroko? Si jamais les taux continuent à baisser, est-ce que vous allez plutôt privilégier des emplacements premium, quitte à avoir fatalement un taux à l'acquisition, un rendement à l'acquisition un peu plus faible, ou vous allez plutôt aller chercher Ouais. peut-être un peu plus de risques, comme vous le faisiez peut-être au début d'ailleurs? Alors, ça me permet de rappeler plusieurs choses. Effectivement, déjà, donc depuis 4 ans, on fait plus de 7% de performance. D'ailleurs, preuve de tout ce que je dis depuis tout à l'heure, 2024, c'était notre meilleur taux de distribution depuis le lancement de la SCPI. Donc, le portefeuille s'est clairement relué. D'habitude, vous avez toujours une érosion du rendement le temps passant. Là, on a donc augmenté la performance de notre portefeuille. Comme je le disais tout à l'heure, il tourne à un peu plus de 7,80 en rendement acte en main. En revanche, effectivement, si demain on se met dans un contexte où les taux continuent à baisser, plus de compétition, des prix plus chers donc, ça veut dire qu'on achètera avec des rendements moins élevés, à qualité équivalente. Mais il faut toujours remettre dans le contexte. Nous, notre objectif de rendement non garanti, puisque tout ça est non garanti, alors avant il était à 5,50, maintenant il est à 6%, on l'a relevé. Mais une SCPI, en fait, il faut toujours la regarder par rapport aux autres classes d'actifs. Quand vous avez du fonds sécurité en euros qui rémunère du 4% et que vous avez de la SCPI qui est en moyenne du 4,50, là, la prime de risque en tant qu'investisseur que vous prenez, elle n'est pas bonne. Je gagne que 50 centimes à aller sur un produit qui est quand même plus risqué, parce qu'on avait oublié que la SCPI avait du risque, parce que c'est de l'immobilier, mais il y en a. Et donc, c'est toujours pareil. Si les prix viennent à augmenter et donc les rendements mécaniquement baisser, ça voudra dire qu'il y aura d'autres répercussions sur les autres classes d'actifs. Et tant que le risque-rendement il est bon en tant que SCPI, là je quitte l'immobilier, mais en tant que SCPI par rapport à du fonds sécurité en euros, par rapport à du monétaire, par rapport à l'obligataire, de l'action, etc., ça sera bon. Donc nous, notre conviction, c'est on continuera d'acheter. On est ravis d'avoir chargé la mule, si je peux parler comme ça, pendant ces 2 dernières années. Et il est probable qu'effectivement, on achète avec des rendements moins élevés dans le futur, mais ça sera cohérent par rapport au marché. Ouais, puis ce qui est bon à rappeler, effectivement, c'est que vous avez sécurisé la Exactement. performance en 2023 et 2024 grâce à votre niveau de collecte très important. Mhm. Et en plus, ça joue également sur la valorisation du Exactement. patrimoine. Donc nécessairement, si les taux baissent, peut-être vous aurez des rendements à l'acquisition plus faibles, mais votre patrimoine s'appréciera. Exactement, c'était mon point suivant, c'est que Oui. jusqu'alors on a fait profiter à nos épargnants du flux, parce qu'on avait acheté des rendements élevés.
Demain, on aura un autre levier activable que d'autres n'ont pas. On est un certain nombre à avoir ce levier-là, c'est cette capacité à pouvoir céder des actifs qu'on a achetés ces 2 dernières années dans des bonnes conditions, parce que les taux ont baissé et les prix ont augmenté. D'accord. On va faire un point maintenant sur l'utilisation du levier au Mhm. sein d'Hirokozen. Donc au 31 décembre 2024, Hirokozen affichait un taux d'endettement à 25,96%. Est-ce que tu peux nous détailler un peu votre stratégie? Par exemple, est-ce que vous avez recours à des prêts à court terme pour anticiper la collecte et investir plus rapidement? Mhm. Quelles sont un peu les durées? Est-ce que vous faites plutôt de l'amortissable, du in fine? Quelle est un Ouais, peu votre alors stratégie? l'in fine, c'est lointain. Ouais, Donc c'est de l'amortissable, capé. Et nous, le levier, alors c'est l'anti-fainéantise, hein, donc certains le perçoivent comme du risque, mais encore une fois, ça rejoint tout ce que je disais sur le fait qu'il fallait être présent ces 2 dernières années. C'est vrai, enfin, le levier nous aide à être encore plus présent. Donc on s'est forcé même à faire de la dette, autant faire que peu, et en étant raisonnable évidemment, même si les banquiers étaient plus frileux. Donc les conditions de crédit sont un peu moins bonnes qu'elles ne l'étaient évidemment auparavant, hein. Quand on avait commencé sur Hirokozen, on empruntait de mémoire à 1,75, taux fixe, 5 ans. Enfin, vraiment, ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, on est plutôt à 4%, 4,30. Néanmoins, on anticipe évidemment des baisses de taux, des renégociations. Et on a le spread est très bon entre nos rendements à l'acquisition et ce coût du crédit. Donc, et vu notre collecte qui est très abondante, on n'a pas de crainte sur un mur éventuel de dette. Donc on y va. Et 25%, ça nous semble être une proportion raisonnable de dette dans le véhicule. ouais. Et au niveau des durées, du coup, vous faites plutôt des prêts à court terme ou des prêts sur des durées un peu plus longues? Sur des durées un peu plus longues, ouais. D'accord, d'accord, très bien. Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui est pourtant central de votre SCPI Hirokozen, c'est le fait que la SCPI Hirokozen soit sans frais d'entrée. D'ailleurs, il me semble que c'est la deuxième SCPI Ouais. qui soit lancée avec ce modèle, qui s'est lancée avec ce modèle. Tout simplement, pourquoi ce choix? Pourquoi avoir fait le choix de lancer une SCPI sans frais d'entrée alors qu'on le rappelle, la plupart des SCPI facturent des frais de souscription? Tout à fait. Quand on a lancé Hirokozen, alors déjà on l'a lancé en discutant avec des épargnants, avec des conseillers en gestion de patrimoine. En fait, on s'est dit que la SCPI, au final, c'est une vieille mémère, hein, ça existe depuis 60 ans, que c'est un produit qui a été construit par des banquiers pour payer des banquiers. Et pour payer des banquiers, bah, la meilleure astuce pour que tout le monde soit content, entre guillemets, c'était de mettre des commissions de souscription afin de payer des réseaux. Ça a très bien fonctionné, ça fonctionne toujours très bien. Donc mon point n'est pas du tout de critiquer le modèle, il existe et il y a des CPI avec des frais de souscription qui sont extrêmement performantes et bien gérées. Nous, on a fait le choix de se dire, ok, on est en 2020 à l'époque, et la tendance est plutôt à la transparence sur les frais, au fait de consommer son investissement et pas forcément payer pour voir. Et donc, on a fait le choix, et on était effectivement le deuxième, depuis ça fait quelques émules, de variabiliser notre rémunération. C'est-à-dire que si on veut bien gagner notre vie, il faut qu'on gère bien, qu'on achète bien et qu'on encaisse des loyers. Et donc, en fait, on estime que c'est un cercle vertueux entre la société de gestion et l'investisseur final, où lui, il va pouvoir consommer encore une fois son investissement. Et je vais dire quelles sont les répercussions de l'absence de frais de souscription. Et nous, ça nous pousse encore une fois à bien investir et pas juste à collecter. Puisque quand vous avez une SCPI qui a des frais de souscription, même si vous ne déployez pas les capitaux sur de l'immobilier, c'est quand même dommageable pour l'épargnant, vous encaissez cette commission de souscription. Maintenant, ça a deux répercussions fortes sur la SCPI. Le premier, hyper facile à comprendre, c'est que la valeur d'achat pour l'épargnant, c'est sa valeur de retrait. Modulo quand même, chez nous, une durée de détention de 3 ans minimum, puisque sinon il y a des pénalités de sortie de 5%. Voilà. Mais ce qui est relativement court, et parce qu'on est sur un sous-jacent immobilier, et c'est pas un fonds qui est fait pour faire des allers-retours, donc ça se comprend assez vite. Et on veut éviter donc de déstabiliser le véhicule. Alors l'épargnant, personne physique, je suis pas très inquiet, mais si demain on a un institutionnel qui prend un gros ticket, on n'aimerait pas le voir sortir très rapidement, même si aujourd'hui on est beaucoup moins en risque qu'on l'était au tout début d'Hirokozen. Et le deuxième impact qui est plus difficile à palper, c'est le fait que l'absence de frais de souscription, mais c'est mécanique, nous permet de mettre plus d'argent au travail.
Pourquoi? Parce que quand, c'est vrai que parfois il y a enfin c'est des fables qui reviennent souvent, mais on dit souvent que les commissions de souscription sont des commissions de sortie. Oui, les frais d'entrée Je sont sais pas payés à la pourquoi. sortie. Voilà, bon ça c'est exceptionnel. Ou j'entends dire que ce sont des frais de notaire ou des Oui, frais d'agence ou je ne sais quoi. Donc non, les commissions de souscription rémunèrent, et c'est pas encore une fois un mal, mais de la distribution, c'est tout. Et donc, quand vous n'avez pas de commission de souscription, bah, quand un investisseur met 100 euros sur une SCPI dite classique avec des commissions de souscription, le gérant, lui, il a dans sa main 90 euros à déployer sur l'immobilier. Quand vous êtes sur une SCPI comme Hirokozen, le gérant a 100 euros à déployer sur l'immobilier. Alors, la réalité, c'est qu'évidemment, on n'est pas philanthrope, on se rémunère aussi. Nous, on se rémunère encore une fois à la gestion. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle une commission d'acquisition. Alors, certaines, d'ailleurs, qui ont des commissions de souscription prennent en plus des commissions d'acquisition. Ça, c'est une parenthèse que je mets à part. Et donc, on prend 3% à l'acquisition. Donc, nous non plus, on n'investit pas 100 euros sur l'immobilier, mais on investit 97 euros. Dit autrement, pour les mêmes sous confiés par un épargnant, on a 8% de plus à mettre au travail sur l'immobilier. Donc si j'achète un immeuble comme mes petits copains à un rendement comparable, je vais forcément générer plus de rendement. Et donc ça se ressent sur le taux de distribution, in fine. Donc on va faire une meilleure performance. Et dit autrement, j'ai besoin de prendre moins de risques qu'une SCPI qui a des frais de souscription pour faire la même performance. Hmm. J'aimerais revenir sur un point aussi, parce que c'est un point qui est assez peu abordé, c'est le fait que la SCPI Hirokozen soit labellisée ISR. Mhm. Alors, beaucoup voient un peu label ISR comme quelque chose d'assez marketing. Est-ce que tu peux nous parler un peu des implications, Ouais. des actions concrètes liées à ce label ISR? Ouais, alors nous, on a été je cherche dans ma tête, on a été la 7e et plus jeune SCPI labellisée ISR, c'était en mars 2021 de mémoire. Donc il y en avait très peu à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une norme. D'ailleurs, si on ne l'est pas, enfin, ça fait limite tâche. Et après, vous avez deux façons de faire l'ISR en immobilier. Vous avez ce qu'on appelle le best in class. Donc vous achetez des immeubles plutôt flambant neufs. Et donc l'objectif, c'est soit de rien faire, soit de maintenir à minima la performance énergétique du bâtiment. Et le deuxième biais, c'est de le faire de façon ce qu'on appelle best in progress. Et donc vous achetez des immeubles qui ne sont pas aux meilleurs standards énergétiques. Et vous avez effectivement un certain nombre de critères pour améliorer, puisque nous on note sur 100, donc la note que l'on peut attribuer à un actif, et de faire un certain nombre de travaux d'amélioration énergétique sur les bâtiments. D'accord. Donc, Cette note sur 100 est basée sur bon, on quels a 16 critères et D'accord. donc c'est sur les consommations énergétiques notamment, évidemment, sur tous les aspects gouvernance. Alors il n'y a que le S qui est un peu compliqué à adresser, mais la gouvernance, donc l'éducation du locataire, l'implication du locataire. Et donc on réalise un certain nombre d'actions qui permettent d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments. D'ailleurs, en dessous d'une certaine note, on ne va pas d'ailleurs acheter ces actifs parce qu'on estime qu'ils sont vraiment trop compliqués. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place concrètement? Et d'ailleurs, on communique très souvent à nos épargnants, mais on fait des installations de bornes électriques, du relamping, c'est-à-dire qu'on enlève les ampoules classiques pour mettre de la LED. On fait des panneaux photovoltaïques. D'ailleurs, ça, depuis l'ordonnance de juin 2024, vous pouvez recevoir les fruits de ces panneaux photovoltaïques. Et tout ça, donc, effectivement, permet de rapprocher, on va dire, performance et engagement et pas les opposer. D'autant plus que nous, on est assez convaincus, c'était une conviction forte au-delà du caractère éthique et même du fait d'améliorer les bâtiments, c'est que ça a quand même deux vertus. Déjà, la première, c'est que vous fidélisez votre locataire, notamment dans un contexte où le coût de l'énergie a fortement augmenté ces dernières années, puisque c'est lui qui en fait au final les premières économies. Et le deuxième aspect, c'est qu'il y a le décret tertiaire qui arrive à l'horizon 2030, notamment. Et donc, quand on aura deux bâtiments côte à côte, celui qui aura fait ces travaux d'amélioration énergétique vaudra forcément plus d'argent que celui qui ne l'a pas fait. Donc, on est assez convaincu que ça crée en plus de la valeur. Donc, ce n'est pas juste une dépense, c'est un investissement pour de la valeur. Et enfin, chose sur laquelle on n'a pas encore beaucoup communiqué, depuis mars 2024, nous on était un peu frustrés par on va dire par le S justement de SG, et donc on a décidé d'allouer 1% de la capitalisation totale de notre SCPI, puisqu'il y a toujours un flottant vu notre collecte sur notre SCPI, sur notre fonds à impact qui s'appelle Hiroko Impact, et dont la thèse d'investissement c'est d'acheter de l'immobilier résidentiel, on en fait, en banlieue parisienne,
et de le louer dans des conditions très décotées à des associations. Là, par exemple, on a une association qui s'occupe d'enfants autistes. Et donc, ça nous permet effectivement de couvrir la totalité de l'ESG. Donc, c'est un fonds sur lequel on ne gagne pas d'argent, mais qui nous permet de couvrir tout ça. Ouais. D'ailleurs, en parlant de lancement, il me semble que vous avez lancé HeroConext. Ouais. Il me semble. Est-ce que tu peux en parler davantage Avec plaisir. ce Donc, lancement HeroConnext, c'est une SCI support du C qu'on a lancé en avril 2022. Donc, elle commence à avoir un certain historique. Je pense qu'on l'a lancé au pire moment commercial, dans le sens où le véhicule le plus connu a beaucoup souffert suite à la remontée des taux et c'est un peu desservi. En tout cas, l'Oracle pouvait avoir les SCI en contrat d'assurance vie. Donc, c'est un fonds qui n'est pas accessible à l'investisseur direct. Il ne peut pas acheter, à moins qu'il soit considéré comme professionnel. Et donc, qui est accessible dans quelques contrats d'assurance vie. In fine, le fait de s'être lancé en avril 2022 et d'avoir eu un démarrage plutôt lent, a été une chance parce qu'en fait, on a eu depuis peu une collecte qui augmente, alors qui reste très mesurée par rapport aux belles années de la SCI, mais qui est aujourd'hui, c'est une SCI qui fait un peu plus de 23 millions d'euros d'encours, donc qui a grossi, alors rien à voir avec Hirokozen, mais qui a bien grossi par rapport à ce contexte dégradé. Et le fait justement qu'on n'ait pas acheté massivement de l'immobilier en avril 2022 nous a permis de ne pas faire d'erreur. Et donc, l'année dernière, 2024, la performance d'HeroConnext a été de plus de 6,20. Donc, une très belle performance par rapport à l'environnement dégradé. Et donc, sa thèse d'investissement, elle est relativement simple. C'est-à-dire qu'avant, les SCI, massivement, c'était des fonds des SCPI. Donc, c'était un fourre-tout des SCPI. Nous, on a... Donc, en gros, juste pour expliquer, c'est la SCI qui investit dans une Exactement. SCPI. Voilà, qui prend... Et donc, il y a à la fois les frais de la SCI et les frais de la SCPI. Ça peut. Alors nous, on a de l'Hirokozen dans notre SCI. Néanmoins, on l'a écrit. On rend les frais de gestion équivalents à ce qu'on perçoit par ailleurs sur Hirokozen pour pas justement faire de double montage et que ce soit honnête vis-à-vis de l'investisseur. Et donc, effectivement, notre SCI, elle a une première poche à rendement qui est à peu près 50%. Donc là-dessus, on va aller chercher de l'Hirokozen puisqu'on est assez confiant sur nos qualités, mais également d'autres asset managers qu'on estime pertinents pour compléter Hirokozen. Et on a jusqu'à 40% du portefeuille de la SCI qui va à l'inverse, sur l'autre cycle de l'immobilier, c'est-à-dire du value add. Donc, il va aller chercher des expertises, puisqu'on ne les a pas en interne sur Hiroco, mais sur du redéveloppement immobilier, sur du marchand. Et donc, on a investi sur un fonds logistique, on a investi sur une stratégie hôtelière. Donc, sur des fonds qui ont des maturités plus courtes, un peu plus risquées, mais qui permettent de mettre ce petit peps de performance que n'a pas les SCPI. D'accord. Si on revient justement à la SCPI Hirokozen, donc au 31 décembre 2024, la valeur de reconstitution d'Hirokozen était à 214,37 €, soit 2,11% de plus par rapport à la dernière évaluation. Alors on rappelle maintenant, il y a deux évaluations chaque année de la valeur de reconstitution. Donc plus 2,11% par rapport à la dernière évaluation de fin juin 2024. Le prix de souscription, lui, est toujours à 202 €, donc il y a une décote de 5,77% du prix de part par rapport à la valeur de reconstitution. Question simple, pourquoi ne pas avoir réévalué le prix de part par rapport justement à cette réévaluation de la valeur de reconstitution? Alors, on l'a fait en août 2024 justement, donc c'était la première fois. On a eu effectivement une augmentation constante de la valeur de reconstitution versus le prix de la part qui était initialement à 200 €. Et à l'issue donc, des expertises de juin 2024, vu qu'elles avaient encore augmenté, on s'est dit, bon, c'est peut-être un bon moment et on a quelques signaux positifs justement des banques centrales pour se dire que c'est le moment de récompenser les associés historiques en augmentant le prix de la part. On a été historiquement très prudent justement par rapport à ça, en se disant que les marchés étaient en ébullition et qu'il fallait prendre beaucoup de précautions. Là, on a encore eu la bonne surprise effectivement d'avoir une valeur de notre patrimoine qui s'est bonifiée. Normalement, ça devrait continuer. Alors, effectivement, il y a un peu plus de volatilité maintenant dans la mesure où c'est tous les 6 mois. Donc, on peut imaginer qu'un jour, effectivement, on remercie à nouveau nos associés historiques, mais on reste prudent sur cet aspect-là. D'accord. Ok. Donc,
vous comptez quand même continuer à garder ce matelas de sécurité d'à peu près peut-être 5% entre la valeur de reconstitution et le prix de part ou... On n'a pas de religion là-dessus. Ouais. Après, je pense que c'est toujours un bon signal d'avoir cette sous-cote Hmm. pour l'investisseur que d'être dans l'extrême inverse. Ouais. Donc, effectivement, on gardera toujours un petit matelas. Ouais. Ok, intéressant. Alors maintenant, on va peut-être évoquer l'aspect liquidité de la SCPI. Mhm. Une critique qui est souvent émise par rapport aux SCPI sans frais Ouais. d'entrée, c'est l'aspect justement, est-ce que ça peut engendrer des problèmes de liquidité, le fait que la valeur de retrait soit alignée avec le prix de souscription. Mhm. Donc concrètement, que l'associé puisse sortir au bout de 3 ans de détention à 202 Ouais. euros aujourd'hui, avec un prix de part également à 202 euros, alors que pour les SCPI avec frais d'entrée, il y a 10%, voire 12% d'écart entre son prix de part et la valeur de retrait. Qu'est-ce que tu réponds à ces critiques ? Alors, ça me fait sourire. Alors, une SCPI, qu'elle ait des frais de souscription ou pas de frais de souscription, elle est par nature illiquide. Je veux dire, on a rien. Nous, on offre de la liberté, pas de la liquidité. La frontière est mince, mais on offre effectivement à l'épargnant cette liberté de pouvoir partir parce qu'il n'y a pas de frais de souscription, mais pas une liquidité supplémentaire à d'autres SCPI. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez un marché qui est grippé, et ça a été le cas pour certains de mes confrères, et que les investisseurs veulent partir, vous avez beau avoir des frais de souscription, ils veulent partir. Et donc vous avez un carnet d'ordre qui est extrêmement fourni, peu importe s'il y a des frais de souscription. Donc déjà, ça, je trouve que c'est la meilleure réponse à cette critique. C'est que, en fait, c'est pas en mettant en prison quelqu'un qu'il n'a pas envie de sortir. Voilà. Maintenant, si je parle de ce que l'on connaît, donc aujourd'hui on a plus de 4 ans, on a potentiellement des investisseurs qui pourraient sortir de la SCPI et céder soit à d'autres classes d'actifs, soit des SCPI qui montent des rendements très significatifs. In fine, pas du tout. On se rend compte qu'on a évidemment des sorties, mais qui sont celles de la vie d'une SCPI classique, avec des sorties pour achat immobilier, pour décès, pour autres projets, etc. Mais on n'a pas eu à subir, malgré la hausse du prix de part d'ailleurs, ou des bons rendements, de sorties massives. Et on a une caractéristique aussi sur Hirokozen qui est très en notre faveur, c'est qu'Hirokozen, c'est plus de 18 000 épargnants aujourd'hui, des jeunes, des moins jeunes, de la NUPRO. On a un peu d'institutionnels assureurs, mais ça reste très relatif. Et on n'aura jamais 18 000 épargnants qui vont lever le doigt en même temps en disant « je veux sortir ». Ce que je veux dire par là, c'est que, et ça c'est une leçon de ce qu'on a pu voir l'année dernière notamment sur certains véhicules, nous quand on s'est construit, alors j'aurais adoré être dans tous les contrats d'assurance vie, mais ça n'a pas été le cas, et on s'est construit au nominatif, donc avec des souscriptions qui viennent encore une fois directement auprès de la société de gestion, donc pleine propriété et nue propriété, et en fait c'est beaucoup plus sécurisant effectivement que d'avoir une emprise forte côté notamment assureur et d'être tributaire d'un mouvement assez violent, massif. Et ça, je pense que c'est un gage de qualité sur la stabilité du véhicule Hirokozen. Et après, on collecte beaucoup. Aujourd'hui, on collecte, sur le mois de janvier, on a frôlé les 50 millions d'euros net. Je pense que sur février, on devrait arriver aux 50 millions. Donc là, on a passé un cap qui va donc à côté de la performance d'Hirokozen historiquement, mais en plus du marché qui reprend des couleurs. Et donc, comme tout SCPI, ce qui fait nos retraits, c'est nos entrées. Donc, Oui. pour l'instant, tout va bien. Oui, et puis en plus, peut-être ce qu'il faut préciser, alors je ne sais pas quel montant ça représente au niveau de la collecte, mais il y a également de l'investissement programmé. Ouais. Et donc, ça crée aussi un Exactement. système de liquidité. Nue propriété, donc démembrement et investissement programmé, ça c'est quelque chose qui augmente significativement sur Hirokozen. Et mine de rien, ça permet de piloter sur du long terme nos investissements, nos sorties. La durée moyenne de détention en nue propriété, c'est un peu plus de 8 ans sur Hirokozen. Donc ça, c'est très confortable. Dernier point que je souhaitais aborder avec toi, c'est dans une interview donnée chez Finari, Gauthier Delabrousse-Mayou, qui est donc président d'Hiroko, évoquait la possibilité de fermer Hirokozen et de se servir de la SCPI Hirokozen comme porte-étendard pour peut-être lancer d'autres produits. Vous semblez être revenu un peu sur cette position. Est-ce que tu peux nous dire si vous comptez limiter la collecte, si jamais mettre en place des mécanismes comme ça ? Non, et d'ailleurs, ça rejoint un peu ta question précédente. Une SCPI, pour qu'elle soit parfaitement viable, il faut justement qu'il y ait des entrées et des sorties.
Et alors, fermer, c'est clair que non. La limiter, et après il y a plusieurs façons de le faire, de la limiter, peut-être. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus effectivement de la diluer fortement et de profiter le maximum de temps de, encore une fois, ce qu'on s'est dit auparavant, de ce qu'on a pu acheter ces 2 dernières années. Pour la, donc la fermer, non. Pour limiter, il y a plusieurs façons de le faire. Pourquoi pas lancer un futur véhicule qui se positionnerait aux côtés d'Hirokozen et qui peut-être aurait l'identité qu'initialement on avait prévue pour Hirokozen, qui au final est devenue plus patrimoniale qu'autre chose. Donc et ça sera une façon, sur des clients qui veulent aller chercher un peu plus de risque, plus de rendement, versus la SCPI plus patrimoniale, de trouver leur compte, et ça viendra effectivement rééquilibrer certainement. Donc ça sera plus une piste qu'on va explorer que de fermer la collecte. D'accord, ouais, très intéressant. Donc vous pensez peut-être à lancer d'autres produits complémentaires à Hirokozen pour peut-être... Ça serait la bonne disons- suite. D'accord, très intéressant. Dernière question. Quel est selon toi le plus grand défi qu'Hiroko devra relever pour poursuivre son développement et continuer à offrir d'excellents niveaux de performance comme aujourd'hui? Notre défi, ça va être de pas céder à une certaine forme de paresse, ou en tout cas de pas d'avoir ce sentiment qu'on est arrivé à quelque chose. On a clairement passé une étape forte en début d'année en dépassant ce milliard d'euros. Notre souhait, c'est continuer dans cette voie-là, d'être toujours aussi exigeant sur nos acquisitions, d'être toujours exigeant aussi sur l'expérience qu'on peut offrir aux utilisateurs, sur la souscription, à nos partenaires. Et donc, ça, je pense qu'on est tous alignés chez Hiroko. Donc, les 60 collaborateurs sont très alignés pour créer de la performance dans tous les sens du terme aux épargnants. Et après, nous, on a un souhait fort, c'est de faire une société qui soit une référence de l'épargne en règle générale dans le paysage. Et pour ça, il faut maintenir un niveau d'excellence important. D'accord. Merci beaucoup Avec Pierre-Antoine plaisir, Benoît. pour ton temps. Je vous rappelle qu'en tant que conseiller en gestion de patrimoine, si vous souhaitez bénéficier de mes conseils personnalisés pour investir en part de SCPI et construire votre allocation SCPI avec les meilleurs SCPI du marché comme la SCPI Hirokozen, je suis disponible pour échanger. Si vous souhaitez échanger avec moi directement, je vous invite à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça me permettra de connaître un peu votre profil, vos objectifs, et puis ensuite, on aura l'occasion d'échanger en direct. Encore une fois, merci Pierre-Antoine pour À cet bientôt, interview. Benoît. À bientôt.